Salut à tous, merci de rejoindre Plein Sud, le magazine des sociétés africaines qui, au micro d'Eva Hendrix, accueille aujourd'hui le Congolais Théophile Obenga. Vous êtes écrivain, linguiste, égyptologue, sans doute le disciple le plus réputé du professeur Cheikh Anta Diop, disparu, on s'en souvient, le 7 février 1986, avec lequel vous avez notamment travaillé en 1974 à la demande de l'UNESCO à la rédaction de l'Histoire générale de l'Afrique. Vous êtes par ailleurs l'auteur aussi de La Grèce et l'école d'Alexandrie, paru aux éditions Kepera et L'Harmattan. Et à travers vos travaux, vous portez notamment le message, ou en tout cas vous incitez les Africains et les Africaines à notamment se réapproprier leur histoire pour ne plus être témoins, mais acteurs de leur propre destinée. Chaque peuple fait son histoire. Les Italiens n'attendent pas que les Espagnols écrivent l'histoire de l'Italie. Les Allemands n'attendent pas que les Scandinaves écrivent l'histoire de l'Allemagne. Pourquoi les Africains qui ont des compétences et qui ont des experts en la matière, pourquoi eux, ils attendent que les anciens colonisateurs leur donnent le feu vert pour leur propre mémoire historique? Ils peuvent écrire l'histoire chez eux en Afrique, ils peuvent l'enseigner. Cela ne veut pas dire qu'on doit couper les ponts. On doit faire notre propre histoire. On doit discuter avec tous les partenaires, on doit coopérer avec les anciennes puissances colonisatrices, mais sur des bases voulues, sur des bases autonomes, choisies. C'est-à-dire que l'Afrique a besoin de tout. On a besoin des sciences, des experts en sciences internationales, on a besoin des juristes, des médecins, des vétérinaires, des ingénieurs, on a besoin des ouvriers qualifiés, et on a besoin des historiens, des géographes, on a besoin de musiciens, on a besoin de tout. Donc ce n'est pas une bizarrerie que d'avoir des historiens capables de lire l'histoire contemporaine d'un point de vue africain, l'histoire moderne, l'histoire plus ancienne, c'est-à-dire l'histoire des périodes médiévales, et l'histoire ancienne. Tout ça c'est l'histoire, il n'y a pas... L'histoire est longue. Depuis que l'homme est né sur Terre jusqu'à nos jours, dans la paléontologie, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et contemporains, il faut lire toute l'histoire de l'humanité. L'Afrique a assez de compétences maintenant pour faire l'histoire. On enseigne dans les universités. L'histoire moderne, elle est peut-être plus fournie. L'histoire contemporaine, l'histoire ancienne n'est pas fournie. Parce que les techniques sont un peu difficiles. Il y a l'archéologie, il y a la papyrologie, il y a l'épigraphie. C'est un peu difficile. Mais les Africains doivent maîtriser les techniques propres à l'histoire ancienne. Alors, dans ce cas, une question me vient à l'esprit. Où est-ce qu'on se procure les documents? Ça dit qu'il y a des périodes. Les historiens africains qui s'occupent de la période moderne et contemporaine, ils ont besoin plus des archives, tu vois, les archives modernes, les archives de l'esclavage, les archives de la colonisation, les archives d'outre-mer, etc. Donc, la documentation est de cette nature. Bon, dans une période plus ancienne, si vous voulez faire l'histoire des temps médiévaux africains, étant donné que c'est surtout l'Ouest africain, Ghana, Mali, son rail, etc., il faut s'initier un peu à l'arabe. Parce que les documents, en gros, sont écrits en arabe, que ce soit les documents purement africains, comme les Tariq, El Feta, Tariq el-Soudan, ou bien que ce soit les documents extra-africains par des auteurs arabes qui ont visité l'Afrique. La connaissance de l'arabe est requise. Quand on va plus loin, par exemple dans l'Antiquité, cette période-là a des techniques spécifiques. Il faut connaître, par exemple, l'archéologie un peu. Il faut connaître les anciennes langues. Il n'y a pas que l'égyptien ancien, mais même le grec, le latin, cette période-là est comme ça. Même pour les historiens français, européens, qui s'occupent de l'histoire, pour les temps modernes, ils vont aux archives, etc. Mais pour les temps anciens, il faut qu'ils connaissent un peu le grec, le latin, pour étudier le moyen. Et quand c'est l'antique, le médiéval, il y a des techniques aussi spéciales parce que les écritures sont difficiles à déchiffrer. La même chose, si on veut faire l'histoire aussi africaine, il y a la tradition orale qui peuvent renseigner. Il y a beaucoup de sources de documentation. Tantôt c'est la tradition orale, tantôt c'est l'écrit qui prédomine, le fait archéologique, etc., etc. Donc ça dépend. Mais ceux qui s'occupent de l'ancienne Afrique, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses. Il faut s'ils font l'Éthiopie, mais il faut qu'ils connaissent le Guèze, la Marique. Le Guèze, les documents sont écrits en Guèze, c'est différent. Si
ils font la vallée du Nil de façon générale, mais il faut qu'ils connaissent les Égyptiens, enfin l'égyptologie, les hiéroglyphes et beaucoup d'autres choses. Alors s'ils font d'autres histoires, en fait, ça dépend. Hein, la nature de la documentation varie. Mais l'historien va à la recherche. Hein, et à la recherche parce que l'histoire se fait d'abord avec le document. Le document est source d'information. Une fois qu'on a le document, il faut le faire la critique. Il faut l'interpréter, il faut l'analyser, il faut poser des questions à la suite de la documentation. Mais le tout varie selon quelle est la nature de votre source. Plus on dispose des sources, plus ça vaut la peine. Mais dans l'Antiquité, parfois, c'est très technique pour avoir accès aux sources. Mais ceux qui sont formés, parce que ça requiert une formation, ceux qui sont formés à ça arrivent à avoir accès aux sources, quelles qu'elles soient. On comprend bien que la culture africaine aujourd'hui passe par la quête des valeurs ancestrales. On peut affirmer que l'apport de l'Afrique à la civilisation est considérable. Mais est-ce que après 1974, l'égyptologie mondiale est prête à reconnaître cet apport nègre-là dans la civilisation? Voyez-vous, l'histoire de l'Égypte a été vue pendant longtemps sous l'angle de ce qu'on peut appeler l'orientalisme. C'était un paradigme qui consistait à voir l'Égypte dans le Moyen-Orient ou le Proche-Orient ou dans il y avait un paradigme. Ensuite, les études africaines elles-mêmes, ailleurs que sur la vallée du Nil, c'était le paradigme africanisme, l'africanisme. Or, que ça soit l'orientalisme, voire tout de l'Orient, que ça soit l'africanisme, ces deux paradigmes étaient fécondés, étaient nourris par l'eurocentrisme. C'est-à-dire qu'en dehors de l'Europe, c'est la nuit noire. Il y avait cette arrogance de l'eurocentriste. Alors, maintenant, les choses ont changé. Les Africains ont assez d'experts pour pouvoir lire, écrire, interpréter la traite négrière, lire, interpréter le fait colonial, la colonisation. Et on n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Les Anglais qui écrivent sur la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'ils demandent la permission aux Allemands? Est-ce que les Américains demandent la permission aux Vietnamiens pour écrire sur la guerre du Vietnam? Mais on n'a pas besoin que les Européens approuvent ce qu'on fait en matière d'histoire. Pourquoi cet instinct, ce besoin de tutelle intellectuelle quand même? L'histoire, c'est le passé, on l'approche comme on peut, et selon ses intérêts, selon le paradigme qu'on a. Il y a des économistes africains, il y a de grands juristes africains, il y a des grands médecins africains, des grands chirurgiens, il y a tout ce qu'il faut en Afrique. Il y a des milliardaires sur le continent africain. Mais pour qu'on n'arrive pas à nous organiser, à projeter notre futur collectif et à bâtir quand même une vie de moins misérable, pour qu'on n'arrive pas à nous organiser. Aucune banque mondiale ne peut jamais, au grand jamais, aider le développement de l'Afrique. Aucun fonds monétaire international, c'est exclu. Et tous les Africains font la queue pour aller à la Banque mondiale. Et la Banque mondiale peut décider à un pays souverain de ne pas avoir accès à son propre compte bancaire. Et on joue au tam-tam pendant ce temps-là. Mais c'est quand même, c'est pire que l'esclavage. Hein. Falsification de l'histoire. Ce qu'il faut noter, c'est que au moment où l'impérialisme, n'est-ce pas, atteint son apogée en quelque sorte, dans le temps moderne, en tout cas au 19e siècle, au début du 19e siècle, l'Occident découvre que c'est l'Égypte, et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. C'est que l'Occident, qui se prenait, qui se croyait chargé d'une mission civilisatrice en direction de l'Afrique, découvre, en fouillant dans le passé, que c'est précisément cette Afrique noire, aujourd'hui son esclave, cette Afrique noire apparemment en régression, c'est bel et bien cette Afrique noire qui lui a donné tous les éléments de la civilisation, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Et cette vérité, tous les savants n'étaient pas également disposés à l'exprimer sans nuance. Donc,
la communauté des savants s'est scindée en deux groupes. Les savants de bonne foi qui ont eu le courage de regarder la vérité en face et de dire aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Pourtant, c'est ça. Et Volney faisait partie de ces savants. Il était contemporain de Napoléon Volney. C'est un savant du XVIIIe siècle, XIXe siècle, qui a voyagé beaucoup et qui est contemporain de Napoléon. Il faisait partie de ceux qui avaient le courage d'exprimer cette idée. Et ensuite, toute la lignée presque des égyptologues qui ont falsifié l'histoire de l'humanité de génération en génération et qui ont commis un crime le plus grave contre la science et l'humanité. Ne dites pas qu'il est mort car il demeure immortel, cher Anta Diop. Ne dites pas qu'il est mort car les ancêtres il a rejoint. Le fond n'est pas en larmes, car sur le grand trône désormais il siège le trône des pharaons éternels. Regardez, plutôt regardez, comme il nous interpelle, peuple d'Afrique. De vous-même, donnez le meilleur et sauvez l'humanité entière. Ne dites pas qu'il est mort, car il demeure immortel, cher Anta Diop. Toi qui es le meilleur. Immortel, cher Anta Diop, nous revenons à vous, professeur Théophile Obenga, au micro d'Eva Hendricks, pour évoquer donc vos travaux et notamment cette thèse que vous développez, celle d'une filiation et d'une parenté génétique entre l'égyptien ancien et les langues africaines contemporaines, à travers notamment les études comparatives du copte et du wolof. C'est une évidence pour vous, cette filiation, cette parenté? Oui. On ne fabrique pas une langue. Ce n'est pas moi qui ai fait l'égyptien ancien, il est là. Le français, il est là. Le wolof, il est là. Le haoussa, il est là. Le kikongo est là. N'importe quelle langue est là. On ne crée pas une langue. Elle est là, c'est un fait social. Il y a des techniques qui existent qui peuvent rapprocher des langues pour voir les similitudes entre les langues. Il y a des techniques universelles. C'est la linguistique historique comparative. Comment on fait, comment on procède, quelles sont les techniques, quelles sont les procédures, ça existe. On a utilisé ça, cette idée de comparer les langues entre l'égyptien, les langues berbères et les langues sémitiques, c'est-à-dire l'hébreu, l'akkadien, le sumérien, le phénicien, etc., pour voir s'il y avait des parentés. Il n'y a pas de parenté, mais on a cru qu'il y en a forcé qu'il y en avait. On a créé ce qu'on appelle la famille linguistique kamito-sémitique ou afro-asiatique qui inclut les langues sémitiques, l'égyptien ancien, le berbère, le couchitique, le tchadique, etc. Quand on regarde le travail qui a été fait dans le kamito-sémitique, on se rend compte que c'est de la supercherie, c'est de l'escroquerie. Les méthodes utilisées ne permettent pas de démontrer que l'égyptien ancien est apparenté par origine aux langues sémitiques. Ça, c'est un fait d'évidence, tout le monde le sait. S'il n'y a pas d'idéologie. Deuxièmement, quand on fait la même méthode, on prend l'égyptien ancien, on prend la langue africaine moderne, parlée par des Noirs africains sur le continent africain, on utilise les mêmes méthodes universelles, les mêmes techniques universelles, on trouve qu'il y a de la vraie parenté profonde entre l'égyptien ancien et les autres langues négro-africaine moderne parlée sur le continent africain. Au Caire, on l'a démontré à la conférence dont vous faites allusion. Vous pouvez démontrer la parenté entre l'égyptien ancien et n'importe quelle langue négro-africaine moderne, n'importe quelle langue. Mais pourquoi on n'accepte pas? Certains spécialistes ont allégué qu'on ne pouvait pas faire d'études comparatives et inductives entre ces deux types de langues-là parce qu'elles sont réputées sans écriture. Non, parlons bien. Une langue pour être, pour vivre, n'a pas besoin d'écriture. Les langues n'ont pas toujours été écrites. Le gaulois n'était pas écrit, il n'avait pas d'écriture. Et ça, ce n'est pas une langue, de la mesure où on peut la connaître. Le grec n'était pas toujours écrit. L'écriture a commencé avec... Est-ce que les gens ne parlaient pas le grec avant Homère? Ça n'a rien à... Une langue est indépendante de l'écriture. Une langue vit à sa tradition indépendante de l'écriture. C'est ça le problème. Une langue n'est pas langue parce qu'elle est écrite.
Une langue est un fait social de communication et qui peut être écrit ou pas, ou oral. Ça n'empêche pas. On ne communique pas tout par écrit, on parle oralement. Je peux étudier les sons d'une langue, je fais la phonétique. Je peux étudier les formes d'une langue, je fais la morphologie. Je peux étudier la grammaire d'une langue, je fais la syntaxe. Je peux étudier le vocabulaire d'une langue, je fais la lexicologie. Je peux étudier, je peux comparer les langues. Ça dépend quelle comparaison. Comparaison typologique, c'est différent. Comparaison historique, d'ordre génétique, c'est différent. Il y a des sous-branches comme ça, c'est très difficile. Donc, si un expert, réellement expert, dans le domaine de la linguistique comparée, pour voir si deux langues sont parentées, la règle est que les langues qui existent, les langues qui existent ou qui existaient dans l'histoire, les langues qui ont existé dans l'histoire, je pars d'elles, je les compare pour aboutir à un ancêtre commun avant la séparation, qu'on appelle un ancêtre commun prédialectal, c'est-à-dire avant les langues historiques attestées. Donc, mais je pars quand même des faits réels, des langues réelles qui ont existé dans l'histoire. Je les compare pour aboutir hypothétiquement à un ancêtre commun prédialectal. Voici la méthode. Or, quand on compare l'égyptien ancien avec le sémitique, avec le berbère, personne n'aboutit à un ancêtre commun prédialectal. Personne. Mais quand on compare l'égyptien ancien avec les langues négro-africaines, on aboutit à un ancêtre commun prédialectal. Il y a des démonstrations qui existent. Voilà les différences. Les démonstrations existent. Vous voulez dire que les langues africaines sont antérieures à l'égyptien ancien? Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que l'égyptien ancien, aussi ancien qu'il soit, et les langues africaines modernes qui ont évolué, c'est pas parce qu'on parle aujourd'hui Wolof que le Wolof est né l'an 2006. Il existe depuis que la société Wolof existe. Donc les langues qu'on parle aujourd'hui en Afrique noire, au Ghana, au Mali, au Nigeria, au Congo, en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Kenya, les langues qu'on parle aujourd'hui en Afrique noire et l'égyptien ancien, on peut démontrer qu'ils descendent d'un parent commun. Ils descendent, même père. Et le fils a été l'égyptien ancien, le fils a été le couchitique, le fils a été le tchadi, le fils a été le nigéro-cordofanien, le fils a été ceci. On peut le démontrer ça. Donc ils arrivent à un ancêtre commun prédialectal. C'est-à-dire avant les dialectes, les idiomes actuels. Ça, c'est démonstration faisable. Et cet ancêtre commun, c'est qui? C'est la période préhistorique? C'est quoi? Non, c'est avant la langue parlée, donc avant l'égyptien parlé. Ça nous ramène vers 10 000 avant notre ère. Donc c'est un ancêtre prédialectal qu'on construit hypothétiquement, qu'on reconstruit. Mais les techniques, en utilisant des techniques spécifiques à ce qu'on appelle la linguistique historique ou la linguistique comparative. Cette branche est très technique et elle a ses règles propres. De ce deuxième volet entièrement consacré à quelques-uns de vos travaux. Rappelons que vous êtes l'un des plus illustres disciples du professeur Cheikh Anta Diop, que vous avez voué votre expertise à l'égyptologie. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Nous avions donc entre autres évoqué lors du premier volet la parenté génétique que vous établissiez avec l'égyptien ancien et les langues africaines contemporaines. Nous allons nous pencher aujourd'hui toujours sur cette civilisation qui fait rêver et qui interpelle de nombreux auditeurs sur RFI en relevant quelques points, notamment en statuant sur l'hérésie supposée d'Akhenaton, revenir aussi peut-être sur le formatage hollywoodien de la personnalité de Cléopâtre et finalement aussi sur les hiéroglyphes, une forme d'art que vous considérez comme telle. Vous allez même un petit peu plus loin, c'est pour vous une quête esthétique, le goût absolu du beau? Mais c'est exact, parce que pour nous le mot écrit en français
c'est juste tracer des symboles, A, B, C, D. Mais dans l'égyptien ancien, ce que le mot qu'ils appellent écrit, sèche, écrire dans leur langue. Donc l'écriture égyptienne était du dessin, était de l'art, et d'où l'élégance, comme vous dites, d'où la beauté. Et ça obéissait à la belle présentation, à la proportion, à la symétrie, à l'élégance. Et puis les scribes, c'était très flexible, très beau. Il n'y a qu'à voir les hiéroglyphes sur les pierres. C'est d'une beauté extraordinaire. C'est une langue ancienne. L'écriture est difficile, les vocabulaires sont difficiles, la culture nous échappe, l'environnement. Il faut avoir accès soi-même. Voici le texte original. Voici comment elle a traduit. Comment on peut améliorer la traduction. Parfois, ils ont traduit juste. Parfois, ils ont juste senti le texte sans traduire juste. Donc, je dis aux jeunes chercheurs africains, il faut maîtriser la langue. Et puis, il faut traduire et essayer de voir comment les autres ont traduit avant. Mais il ne faut pas tenir toute traduction pour argent comptant. Et surtout se plonger dans la culture égyptienne ancienne, l'environnement de l'époque, se mettre vraiment dans cet esprit-là. Ah oui, parce qu'on traduit on traduit une civilisation. Cette langue elle est le reflet d'une civilisation, d'une culture, d'un esprit, d'une psychologie. Donc la compréhension de l'environnement, l'entendement du contexte culturel de cette civilisation peut aider aussi à traduire, à ne pas faire des erreurs. Parce que, et puis il y a des spécificités, cette langue a son comportement, il faut en tenir compte. C'est différent des langues que nous parlons, et notamment des langues indo-européennes, des langues européennes. L'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol, c'est très différent. Or, nous traduisons l'égyptien ancien, soit en français, soit en anglais, dans un autre système très différent que le système indo-européen. Parfois, c'est très difficile. Il n'est pas évident que les traductions faites par les Africains seront les meilleures, non. Mais je dis que toute traduction, comme disent les Italiens d'ailleurs, toute traduction est plus ou moins trahison. Donc, il ne faut pas prendre pour argent comptant. Il faut essayer de vérifier. Alors à propos de traduction, certains égyptologues, je pense que vous en faites partie, pensent qu'il existe des textes hiéroglyphiques qui contredisent la supposée hérésie d'Akhenaton. Oui, d'ailleurs le mot hérésie. Hérésie, c'est un terme de l'Église catholique, c'est-à-dire quand vous allez contre les dogmes. Quand vous allez contre les dogmes, contre la foi profonde, et vous ne croyez pas certains dogmes. Et le pape, la curie romaine, vous excommunie en tant qu'hérétique. C'est comme ça qu'ils ont excommunié Martin Luther, 16e siècle. Il a fait le protestantisme, parce qu'ils ont coupé avec le pape. Le pape tient le dogme. Et il dit que c'est comme ça. Si vous ne voulez pas croire la virginité de la Vierge Marie, ou etc. Donc, oui, à la double nature du Christ, homme et Dieu, des choses comme ça. Donc, on vous exclut. Bon, Akhenaton est pharaon. C'est-à-dire le premier prêtre du pays, le premier théologien du pays. Donc, ce qu'il dit, c'est ça le droit canon. Voilà. Donc, s'il est hérétique, c'est toute l'Égypte était hérétique. Il n'était pas hérétique. Donc le pharaon ne peut pas être... Le fait d'être pharaon, tu es prêtre déjà. Tu es le premier prêtre du pays. C'est ça la nature de pharaon. Le pharaon est un prêtre. C'est pas un président quelconque. C'est un président qui est spirituel, qui est prêtre. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut nier les autres aspects divins. Est-ce qu'Akhenaton a nié Horus? Est-ce qu'elle a nié Lamat? Est-ce qu'elle a nié Ra? Même dans son nom, il s'appelle Wa-En-Ra. L'un de ses noms, lui. Il y a le nom de Ra dedans, du dieu Ra. Donc ça, c'est la fantaisie des égyptologues européens qui ont voulu, surtout anglo-saxons, qui ont voulu dire qu'il était hérétique parce que l'hérésie dans l'histoire est ancienne, il n'y a pas que Luther à être hérétique, même Akhenaton l'a été. Donc ce sont les Allemands et les Anglais qui ont développé
Le plus, en France, on ne parle même pas de l'RSE qui ont développé cet esprit pour leurs propres problèmes psychologiques. Voyez-vous, c'est ça le fond du problème. Il n'a jamais renié les autres dieux. Il s'est fâché, pour ainsi dire, contre le clergé. Il commande le clergé. Le clergé de Karnak, qui était plus ou moins corrompu. Donc il voulait purifier quand même ça. C'est pas hérétique. Au contraire, l'ignorance de la théologie, hein, et l'ignorance des faits culturels de ce qu'on appelle la religion, l'hérésie, a fait que ça a été accrédité. C'est tout. Mais autrement, ça n'est que ni tête de dire qu'il était hérésie, parce que Aton lui-même est assimilé à l'Horus naissant, donc à Ra naissant, hein, à l'Horus des deux horizons. Ça, c'est Aton, il y a des textes qui existent, qui disent que Dieu Aton est assimilé lui-même à la jeunesse de Ra. Je crois que parfois, les choses, tu vois, les choses ne viendront pas parce que tu veux que l'autre accepte ce que tu dis. Les choses viendront quand tu fais, en ton âme et conscience, en faisant bien, et que tu peux amener d'autres manières de voir qu'on peut maintenant discuter. Mais si on veut toujours que l'autre donne la bénédiction, approuve, sinon on est paralysé, on ne s'en sortira jamais. Faisons nos erreurs, travaillons et bâtissons, hein, une Afrique, bâtissons une culture, bâtissons une histoire africaine. Et les autres discuteront à ce moment quand nous aurons bâti notre propre histoire, notre interprétation de l'histoire. Mais on ne peut pas chaque fois s'arrêter pour dire qu'à l'autre, est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Et le type à qui tu demandes, lui-même n'en sait rien. C'est extraordinaire. Merci Théophile Obenga pour toutes ces précisions. Alors toujours autour d'Akhenaton, son fils, dit-on, aurait détruit sa religion, en tout cas aurait été l'artilleur d'une destruction de toutes les formes d'expression de la religion antique égyptienne. Il n'a détruit aucune religion. La religion égyptienne, depuis le début jusqu'à la fin, a Dieu unique. Un seul Dieu. Ce Dieu unique a plusieurs manifestations à notre niveau humain. Et ces manifestations-là divines, nous donnons des noms. Comme la Mat, hein, comme Thoth, comme Osiris. C'est des manifestations de Dieu dans l'histoire humaine. Nous donnons des noms comme ça. Mais il y a un seul Dieu créateur qui a créé les hommes. C'est texte écrit noir sur blanc qui a fait les hommes. Donc, voilà l'histoire. À la fin de la deuxième dynastie, vers 3000 et quelques, le dieu qui était le plus adoré dans l'Égypte, c'est la déesse Néite. C'était la déesse nationale à la deuxième dynastie. Il y a plus de renseignements que toute autre divinité. À l'Ancien Empire, le dieu Ra qui prend l'importance. Il a un aspect solaire. Tu vois, à l'Ancien Empire, au Moyen Empire. Au Nouvel Empire, c'est le dieu Amon-Ra, Amon, qui prend l'importance avec le temple de Karnak, avec ce que l'autre, et puis Aton, qui est un aspect solaire. C'est pas différent. C'est toujours Amon-Ra, c'est l'aspect solaire. Donc il n'y a pas deux panthéons, il n'y a pas deux religions, il n'y a pas deux clergés, il n'y a pas deux souverains pontifes, deux papes. Le pape, c'est le pharaon. Il n'y en a pas deux. Bon. Donc, c'est la bêtise, c'est l'ignorance des savants modernes qui fait qu'on s'embrouille à expliquer clairement ce qui est clair. On veut voir, soit ce défaut, ça s'appelle en histoire l'anachronisme. C'est-à-dire, on tient à tout prix à voir dans l'Antiquité ce qui se passe aujourd'hui. Il faut que ça soit comme nous voulons. C'est ça l'anachronisme. On veut que ça soit comme nous voulons. On veut comprendre que c'était comme nous. Mais on ne peut pas leur demander aux anciens Grecs qui aient les ordinateurs. On ne peut pas demander aux anciens Grecs qui aient des sites Internet. On ne peut pas demander aux anciens Grecs qui aient même des machines à écrire. C'est l'anachronisme. Pourquoi voulez-vous demander aux anciens Égyptiens qui ont vécu il y a si longtemps les choses de la modernité aujourd'hui? C'est l'anachronisme. Mais Einstein, hein, même Newton, il n'avait pas d'ordinateur.
Oui, mais comment expliquez-vous que Toutankhamon ait demandé donc la destruction de tous les temples? Mais quel temple il a détruit? Quel est le nom du temple qu'il a détruit? Citez-moi un temple qu'il a détruit. Quel temple? Les temples de Karnak sont là. Mais les gens, quel temple il a détruit? Il n'a détruit aucun temple. Son oncle, Anen, comme Anan Kofi. Son oncle s'appelait comme Kofi Annan. Il s'appelait Anan ou Anen. Il était grand prêtre à Héliopolis, la ville d'Oran. Pendant que son neveu était Toutankhamon, était au pouvoir. Dans quel temple il a formé? Il n'a fermé aucun temple. Ce qui est arrivé, c'est que on a essayé de raturer les noms du dieu Amon. C'était ça. Mais on n'a détruit aucun temple. On rature les noms. C'est tout. Pour dire que non, écoutez, suivez maintenant la voie d'Adam. On rature, mais ça ne veut pas que c'est pas hérétique. On a biffé son nom, mais c'est pas l'hérésie. C'est pas l'hérésie. Il n'a pas nié le dogme, la foi. L'hérésie, c'est nier les dogmes. Quels sont les dogmes de l'Égypte antique? Est-ce que Toutankhamon, Akhenaton a nié les dogmes théologiques, les dogmes religieux, les dogmes spirituels, les fondements de la spiritualité égyptienne, pharaonique? Il a nié ça? Non. Hein? Mais il peut se fâcher contre un clergé. Mais cela ne veut pas dire que il a détruit toute la religion. Non. C'est une idée de répandue, mais comme elle est très répandue, elle doit être vraie. Hein? C'est le préjugé de la majorité. Ce que tout le monde pense, même si c'est faux, ça doit être vrai parce que tout le monde le pense. Non, pas parce que tout le monde pense que c'est vrai, pas parce que tout le monde dit que c'est vrai. Il n'y a aucun texte égyptien qui dit qu'Akhenaton est un hérétique. Aucun texte, mais pour qu'on le qualifie. Disons, faisons l'histoire avec les documents. Quel est le document qui dit qu'il est hérétique? Puisque l'histoire se fait avec les documents, pour chercher la vérité, les documents du moment, les documents contemporains. Est-ce que, même les documents postérieurs, est-ce qu'on dit qu'Akhenaton est un hérétique? Même le mot hérétique, hérésie n'existe pas en France, dans la langue égyptienne. Faisons les documents. La même chose, il n'y a pas que ça. On dit que les enfants d'Israël, les Hébreux, étaient esclaves en Égypte. Ils ont bâti les pyramides. Vous connaissez Abraham, c'est le patriarche, le père, le progéniteur des peuples sémitiques, notamment hébreux et arabes. Hein? On fait la fête du Québec pour le rappeler son souvenir qu'il n'a pas voulu tuer l'enfant Caïn, etc. Quand on construit les pyramides dans l'Ancien Empire, la grande pyramide de Djoser à Djoser, les grandes pyramides de Giza, Abraham n'est pas né encore. Il n'est pas au monde comme un enfant, comme un être humain, il n'est pas né. Le patriarche, le premier, dont les fils vont donner les 12 tribus, il n'est pas né. Alors que les pyramides s'approchaient pouvaient construire. Quelle pyramide? Le père n'est pas né, les enfants construisent les pyramides. L'autre mythe, c'est Cléopâtre. On en fait aussi une déesse d'Égypte. Elle est mariée à son propre frère, et Ptolémée XIII, d'accord, c'est la règle. Pendant qu'elle est mariée, elle devient la maîtresse de Jules César, qui l'enceinte. Et l'enfant s'appelle Césarion. Le petit César, César Junior, Césarion. Et quand on tue César, hein, les autres cousins ou neveux de César la prennent encore. Une reine, il y a les reines à Tchepsout, les reines Ti, il y a des reines en Égypte. Tu as déjà vu une reine d'Égypte qui est mariée à un pharaon et puis elle se fait enceinte par un autre type, même chef. Tu as déjà vu ça? Par un roi hittite. Elle est grecque, elle s'est fait enceinte par un Romain. Jules César, c'est un Romain, c'est un latin. Parce que Hollywood a pris les étels pour jouer le film, et donc ça fait beau. Mais c'est du mensonge. C'est du mensonge d'un bout à l'autre. Et il faut qu'on refasse nos cerveaux, notre émotion, nos sentiments. On est contre personne. Ce qu'on fait, c'est tout à fait normal.
Ça dit qu'on cherche de connaître notre histoire, l'histoire du continent africain. C'est pas autre chose. L'histoire du continent africain, c'est une histoire africaine prioritairement, et c'est l'histoire du monde, de l'humanité. Comme l'histoire de l'Europe, c'est une histoire européenne, c'est les peuples européens qui ont fait ça, mais cette histoire européenne fait partie de l'histoire de l'humanité. L'histoire chinoise est une histoire prioritairement chinoise. C'est les peuples chinois qui ont fait cette histoire. Mais ce qu'ils ont fait appartient à l'héritage culturel, scientifique, intellectuel et spirituel de l'humanité. Voilà, c'est ça l'égalité des peuples, la dignité humaine, l'égalité, la fraternité, tu vois. L'humanité doit se bâtir sur cette base-là et non des bases de psychologie, de colonialisme, de racisme, de mépris, d'arrogance, d'érocentrisme. C'est ça, l'humanité traîne encore ces choses-là. Je vous remercie, c'était Monsieur Obenga Théophile, écrivain, linguiste, égyptologue, auteur par ailleurs en 2005 du livre L'Égypte, la Grèce et l'école d'Alexandrie aux éditions Képéra et l'Harmattan.